Peux-je te faire un câlin? Dit le garçon sans abri au millionnaire en pleurs. Que s'est-il passé ensuite? Bouleversant. 23 heures. Une rue de la ville. Un millionnaire en costume bleu marine est assis sur le trottoir. Brisé, détruit, en pleurs. Il a tout perdu en 12 heures. Son entreprise, sa fortune, sa famille. La prison l'attend demain. Puis des pas nus s'approchent. Un garçon sans abri, 7 ans, vêtements beige déchirés. Peux-je te faire un câlin? 4 mots qui brisent un millionnaire. D'un enfant qui ne possède rien, mais donne tout. Ce qui se passe dans cette étreinte ne réconforte pas seulement un homme brisé. Cela réécrit toute sa compréhension de la richesse, de la perte et de ce qui compte vraiment. Avant de plonger dans l'histoire, faites-nous savoir dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous regardez. Commençons. La rue de la ville était silencieuse à 23 heures, éclairée par la lueur chaleureuse des lampadaires qui projetaient de longues ombres sur le trottoir. La plupart des commerces avaient fermé pour la nuit, leurs vitrines obscures. Une voiture passait occasionnellement, ses phares illuminant brièvement le paysage urbain avant de disparaître au coin des rues. Sur le trottoir devant ce qui était autrefois le siège de Westfield Capital Management, était assis un homme qui semblait complètement déplacé. David Westfield avait 42 ans, portant ce qui avait été un costume bleu marine impeccable, sur mesure, coûteux, le genre porté par des hommes qui commandent des salles de conseil et concluent des affaires à plusieurs millions de dollars. Sa chemise blanche était maintenant froissée, sa cravate desserrée et de travers. Ses cheveux noirs, habituellement parfaitement coiffés, tombaient sur son front en désordre. Il était assis, les genoux relevés, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots qu'il ne pouvait contrôler et avait cessé d'essayer de cacher. Il y a 12 heures, David Westfield était millionnaire, fondateur et PDG d'une société d'investissement prospère, un homme avec un manoir en banlieue, une épouse trophée, 2 enfants dans des écoles privées, et une réputation de l'un des jeunes financiers les plus prospères de la ville. Il y a 12 heures, tout avait commencé à s'effondrer. L'enquête de la SEC durait depuis des mois, mais David avait été convaincu que cela passerait. Oui, il y avait eu des transactions douteuses. Oui, il avait contourné quelques règles, mais tout le monde faisait ça, non? C'est comme ça qu'on réussit dans la finance. Sauf que les preuves avaient été accablantes. Les accusations de fraude avaient été déposées à 9 heures du matin. Ses actifs avaient été gelés à 10 heures. Sa femme lui avait remis des papiers de divorce à midi. Apparemment, elle savait que cela arriverait et transférait de l'argent dans des comptes offshore depuis des semaines. Son conseil d'administration l'avait évincé à 14 heures. Les médias avaient débarqué à 15 heures. À 18 heures, David Westfield avait tout perdu. Son entreprise, sa richesse, sa famille, sa réputation, sa liberté. Un mandat d'arrêt avait été émis contre lui, et son avocat lui avait conseillé de se rendre le lendemain matin. Alors, il était venu ici, au bâtiment où tout avait commencé il y a 15 ans, où il avait été affamé et ambitieux et convaincu que l'argent était la seule chose qui comptait, où il avait fait les premiers compromis qui avaient finalement conduit à ce moment. Et il s'était assis sur le trottoir et avait commencé à pleurer, pas des larmes discrètes et dignes, mais des sanglots hideux et haletants, le genre qui vient d'une âme réalisant qu'elle avait passé des années à construire la mauvaise vie. Il ne savait pas combien de temps il était resté assis là. Des minutes, des heures. Le temps avait perdu son sens. Puis il entendit des pas s'approcher. De petits pas, légers sur le trottoir. David ne leva pas les yeux. Il ne se souciait pas de qui le voyait comme ça. Quelle importance! Demain, son visage serait partout dans les actualités de toute façon. Millionnaire fraudeur face à la prison. La chute du gourou de l'investissement. Les pas s'arrêtèrent directement devant lui. Monsieur, une voix d'enfant, jeune, peut-être 7 ou 8 ans. Ça va? David ne leva toujours pas les yeux. Va-t'en, gamin. Vous pleurez. Vous êtes blessé? J'ai dit, va-t'en. Il y eut une pause. Puis, ma maman disait que quand les gens pleurent à l'extérieur, c'est parce qu'ils sont blessés à l'intérieur. Le genre de blessure que les médecins ne peuvent pas réparer. Malgré lui, David baissa les mains et leva les yeux. Un garçon se tenait devant lui, à la peau foncée, peut-être 7 ans, avec des cheveux noirs courts et de grands yeux sincères. Il portait une chemise beige ou brun clair à manches longues qui était déchirée aux manches et à l'ourlet, en lambeaux comme si elle avait été portée pendant des mois sans remplacement. Son pantalon beige assorti était dans un état similaire, effiloché, sale, trop grand pour sa petite taille et maintenu par un morceau de corde en guise de ceinture. Pas de chaussures. Ses pieds nus étaient sales sur le trottoir. Un enfant sans abri, évidemment vivant dans la rue, qui aurait probablement dû être pris en charge par les services de protection, mais qui avait en quelque sorte échappé au système. Ta maman a raison, dit David, la voix rauque d'avoir pleuré.
Je suis blessé à l'intérieur, mais ce n'est rien avec quoi tu peux m'aider. Le garçon pencha la tête, étudiant David avec une perception troublante. Vous portez un costume chic, mais vous êtes assis par terre en train de pleurer, alors je pense que peut-être être riche ne vous a pas rendu heureux. David laissa échapper un rire amer. Je ne suis plus riche. J'ai tout perdu aujourd'hui. Mon argent, mon entreprise, ma famille, tout. Tout? Demanda le garçon. Vous avez encore vos bras et vos jambes. Quoi? Vos bras et vos jambes? Vous les avez encore, non? Oui. Mais... Vous pouvez encore voir et entendre. Oui, mais ce n'est pas. Alors vous n'avez pas tout perdu, dit le garçon d'un ton pragmatique. Vous avez perdu certaines choses, mais pas tout. J'ai perdu ma maman il y a 6 mois. Ça, c'est perdre tout ce qui compte. L'argent n'est pas tout. La simple vérité de cela frappa David comme un coup physique. Cet enfant sans abri aux pieds nus qui ne possédait rien, essayait de réconforter un millionnaire qui avait perdu sa fortune, et d'une certaine manière, cela avait du sens. Je suis désolé pour ta maman, dit David doucement. Le garçon haussa les épaules, mais David pouvait voir la douleur dans ses yeux. Moi aussi. Mais elle m'a appris à être gentil avant de mourir. Elle disait que la gentillesse est gratuite, alors on devrait la donner autant qu'on peut. Il fit un pas plus près de David. Vous avez l'air d'avoir besoin de gentillesse maintenant, monsieur. Vous avez l'air d'avoir besoin que quelqu'un vous dise que ça va aller. Ça ne va pas aller, dit David. Je vais en prison. J'ai fait des choses illégales. J'ai fait du mal aux gens pour gagner de l'argent. Je mérite ce qui m'arrive. Peut-être, dit le garçon. Mais mériter de mauvaises choses et avoir besoin de gentillesse ne sont pas des opposés. Maman disait, tout le monde mérite la gentillesse, même quand on fait des erreurs. Peut-être surtout quand on fait des erreurs. David fixa cet enfant, pieds nus et sans abri, offrant une sagesse que le thérapeute de David n'avait pas pu fournir en des années de séances coûteuses. « Comment tu t'appelles » demanda David. « Samuel. Et vous » David. Samuel tendit sa petite main sale. « Enchanté de vous rencontrer, David. » David la serra. Ce geste formel d'un enfant de 7 ans était en quelque sorte plus émouvant que n'importe quelle poignée de main d'affaires qu'il avait jamais reçue. Samuel regarda le visage taché de larmes de David, ses épaules affaissées, la défaite totale qui rayonnait de chaque partie de lui. Puis, avec la franchise que seuls les enfants possèdent, Samuel demanda « Peux-je te faire un câlin ?» David cligna des yeux. « Quoi ? Tu as l'air d'avoir besoin d'un câlin. Je peux t'en faire un ?» Quand était-ce la dernière fois que quelqu'un avait proposé à David un câlin? Sa femme certainement pas. Leur mariage était un arrangement d'affaires depuis des années. Ses enfants étaient des adolescents qui reconnaissaient à peine son existence entre leurs appareils et leur vie sociale. Ses associés ne faisaient pas de câlins. Ils se serraient la main, faisaient des affaires, se poignardaient dans le dos. La voix de David se brisa. Oui, tu peux me faire un câlin. Samuel s'avança et enroula ses petits bras autour du cou de David. Le garçon sentait la rue, pas lavée, légèrement aigre, l'odeur de quelqu'un qui dort dehors. Sa chemise beige déchirée était rugueuse contre le costume coûteux de David. David s'effondra complètement. Il enroula ses bras autour de ce minuscule enfant sans abri et sanglota. Des sanglots profonds et déchirants qui venaient d'années de vide, de cupidité et de compromis moraux. Samuel tint bon, patient et stable, cet enfant de 7 ans offrant du réconfort à un homme de 42 ans qui avait perdu son chemin. « C'est bon, » murmura Samuel. Maman disait que pleurer aide à laver la douleur comme la pluie nettoie les rues. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, le millionnaire brisé et l'enfant sans abri s'accrochant l'un à l'autre dans une rue de la ville la nuit. Finalement, les sanglots de David se calmèrent. Il recula, essuyant ses yeux avec la manche de son costume coûteux. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. « Merci, Samuel. » « De rien. » Samuel l'étudia sérieusement. « Tu vas aller bien, même quand de mauvaises choses arrivent ?»« Je ne sais pas, » admit David. « Je vais en prison demain. Je ne sais pas ce qui se passe après ça. Ma maman disait que chaque jour est une nouvelle chance de choisir mieux, même après avoir fait des erreurs, même en prison. » Samuel fit une pause. « Peut-être que tu peux choisir d'être différent maintenant, d'être gentil au lieu d'être juste riche. » David sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Cet enfant n'avait rien. Pas de maison, pas de famille, pas de possession à part des vêtements déchirés et des pieds nus. Mais il avait une sagesse que David avait passé 40 ans à manquer. « Samuel, où dors-tu? As-tu un endroit sûr ?»
Parfois le refuge a de la place. Parfois je dors dans le parc sous le pont. Ça va. Je me débrouille. Ce n'est pas bien, dit David fermement. Il sortit son portefeuille. Il avait encore de l'argent liquide dedans, même si ses comptes étaient gelés. 5 cents. Tout l'argent liquide qui lui restait au monde. Il sortit tout et le tendit vers Samuel. Je ne peux pas prendre ça, dit Samuel en reculant. Si, tu peux. Tu m'as donné quelque chose ce soir. Du réconfort, de la sagesse, de la gentillesse quand j'en avais le plus besoin. Laisse-moi te donner quelque chose en retour. Cet argent est propre. Je l'ai gagné avant de commencer à faire de mauvais choix. Utilise-le pour de la nourriture, un abri, tout ce dont tu as besoin. Samuel hésita, puis prit soigneusement l'argent. Merci, David. Non, merci à toi. Tu m'as rappelé que je suis encore humain, que j'ai encore des choix, même après avoir tout perdu. David se leva, son costume froissé d'avoir été assis sur le trottoir. Je dois me rendre demain matin, mais ce soir je veux faire quelque chose de bien. Laisse-moi t'emmener au refuge. M'assurer que tu as un endroit sûr pour dormir ce soir. Samuel hocha la tête. D'accord. Alors qu'ils marchaient ensemble dans les rues calmes de la ville, le millionnaire déshonoré dans son costume coûteux et le garçon sans abri dans ses vêtements déchirés, David ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but. Un vrai but. Pas la quête creuse de plus d'argent, plus de succès, plus de statut, mais le simple but humain d'aider quelqu'un qui en avait besoin. Au refuge, David s'assura que Samuel était enregistré, nourri et qu'on lui attribuait un lit. Il parla avec le directeur des programmes pour les jeunes sans-abri, de l'accueil familial, de s'assurer que cet enfant ne tombe pas entre les mailles du filet. Et demain, quand David se rendrait, il commencerait à travailler avec son avocat non pas pour éviter la punition, mais pour la restitution, pour rembourser les gens qu'il avait escroqués, pour utiliser les compétences qu'il avait pour vraiment aider les gens au lieu de les exploiter. Parce qu'un garçon de 7 ans qui n'avait rien lui avait montré que la gentillesse était gratuite, que la compassion comptait plus que l'argent, et que la vraie richesse n'avait rien à voir avec les comptes en banque. Alors que David quittait le refuge et rentrait chez lui pour sa dernière nuit de liberté, il pensa aux mots de Samuel. Chaque jour est une nouvelle chance de choisir mieux. Il avait passé 40 ans à faire de mauvais choix. Demain, il commencerait à faire les bons choix. Tout ça parce qu'un garçon sans abri avait demandé « Peux-je te faire un câlin ?» Et dans ce câlin lui avait donné la chose la plus précieuse que David ait jamais reçue. L'espoir de la rédemption. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas silencieux. Aimez, si vous croyez que les plus pauvres peuvent enseigner aux plus riches ce que l'argent ne pourrait jamais enseigner. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été réconforté par un étranger inattendu? Que signifie la vraie richesse pour vous? Abonnez-vous pour des histoires puissantes où des millionnaires brisés apprennent d'enfants aux pieds nus ce qui compte vraiment dans la vie.